Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous retrouvent sur le plateau de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de partager ce moment de lecture encore une fois ce soir avec vous pour découvrir un roman d'une écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle George Sand. Alors George Sand, vous le savez peut-être, c'est le pseudonyme d'Amantine Aurore Lucille Dupin. Voilà, et c'était une baronne, mais c'était surtout une romancière. Elle a fait beaucoup de choses, auteure dramatique, ça a été une critique littéraire, elle a écrit beaucoup de pièces de théâtre, elle a été journaliste et elle est née à Paris en 1804 pour s'éteindre un peu plus tard en 1876. Alors, George Sand, comme je vous le disais, elle a été extrêmement prolifique. Elle a écrit des tas et des tas de romans. On en compte à peu près une soixantaine, autour de même 70 romans à son actif. Et puis tout un tas de nouvelles, de contes. Et puis comme je vous le disais, également des textes politiques parce qu'elle était extrêmement engagée. C'est pas pour rien qu'elle a pris un pseudonyme avec une connotation masculine. Pour une femme s'appeler Georges, c'est quand même pas rien, surtout au XIXe siècle. Et du coup, George Sand, dans son œuvre, ce qu'elle essaie, c'est qu'elle prend la défense des femmes. Voilà, c'était une féministe avant l'heure et elle prône la passion, elle fustige le mariage, elle essaie de lutter contre tous les préjugés. Donc nous, aujourd'hui, dans Voyage au bout de la nuit, on va découvrir un de ses romans qui s'intitule Mauprat. C'est un roman qui a été publié en 1837. C'est un roman historique et je vous propose tout de suite de continuer la lecture. Donc je ne commence pas le bouquin, il a été commencé avant moi par une autre lectrice. Je vous conseille vivement, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus ou si vous venez d'arriver et que vous ne connaissez pas le début de l'histoire, d'aller tout simplement sur le site internet de Voyage au bout de la nuit et de voir l'émission en replay. C'est un format pratique, vous pouvez le regarder à n'importe quelle heure de la journée, comme bon vous semble, et ça vous permettra de rattraper le début de l'émission. Voilà, pour ceux qui ont été fidèles et qui ont suivi, qui regardent ces lectures assidûment, et vous êtes nombreux, je vous rappelle que cette émission est la vôtre et que vous pouvez à tout moment participer et nous envoyer des suggestions grâce au hashtag VBN qui va s'afficher en bas de votre écran. VBN car nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe. Et vous pouvez comme ça nous retrouver les membres de l'émission et nous faire part de vos idées. Voilà, je m'arrête pour ce soir et je continue le chapitre 7 de Mauprat. C'est parti, très bon voyage à vous sur des bites. À peine le curé eut-il reconnu Edmé qu'il fit 3 pas en arrière avec une exclamation de surprise. Mais ce ne fut rien auprès de la stupéfaction de Patience lorsqu'il eut promené sur mes traits la lueur du tison enflammé qui lui servait de torche. « La colombe, en compagnie de l'ourson » s'écria-t-il. « Que se passe-t-il donc ?»« Ami, » répondit Edmé, en mettant à mon propre étonnement sa main blanche dans la main grossière du sorcier. « Recevez-le aussi bien que moi-même. J'étais prisonnière de la roche Mauprat, et il m'a délivrée. Que les iniquités de sa race lui soient pardonnées pour cette action, dit le curé. Patience me prit le bras sans rien dire, et me conduisit auprès du feu. On m'assit sur l'unique chaise de la résidence et le curé se mit en devoir d'examiner ma jambe, tandis qu'Edmé racontait jusqu'à un certain point notre aventure et s'informait de la chasse de son père. Patience ne put lui en donner aucune nouvelle. Il avait entendu le cor résonner dans les bois et la fusillade contre les loups avait troublé son repos plusieurs fois dans la journée. Mais depuis l'orage, le bruit du vent avait étouffé tous les autres bruits et il ne savait rien de ce qui se passait dans la Varenne. Marcasse monta lentement une échelle qui, à défaut de l'escalier rompu, conduisait aux étages supérieurs de la tour. Son chien le suivit avec une merveilleuse adresse. Ils redescendirent bientôt et nous apprîmes qu'une lueur rouge montait sur l'horizon du côté de la roche Mauprat. Malgré la haine que j'avais pour cette demeure et pour ses hôtes, je ne pus me défendre d'une sorte de consternation en entendant dire que, selon toute apparence, le manoir héréditaire qui portait mon nom avait pris et livré aux flammes, c'était la honte et la défaite. Et cet incendie était comme un sceau de vasselage apposé sur mon blason par ce que j'appelais les manants et les vilains.
Je me levai en sursaut, et si je n'eusse été retenue par une violente douleur au pied, je crois que je me serais élancée dehors. « Qu'avez-vous donc » me dit Edmé qui était près de moi en cet instant. « Bien, j'ai, lui répondis-je brusquement, qu'il faut que je retourne là-bas, car mon devoir est de me faire tuer plutôt que de laisser mes oncles parlementer avec la canaille. » « La canaille !» s'écria Patience en m'adressant pour la première fois la parole. « Qu'est-ce qui parle de canaille ici ?» « J'en suis, moi, de la canaille. C'est mon titre. Je le saurai me faire respecter. »« Ma foi, ce ne sera pas de moi, dis-je en repoussant le curé qui m'avait fait rasseoir. »« Ce ne serait pourtant pas pour la première fois, répondit Patience, avec un sourire méprisant. »« Vous me rappelez, lui dis-je, que nous avons 2 vieux comptes à régler ensemble. » Et surmontant l'affreuse douleur de mon entorse, je me levai de nouveau, et d'un revers de main, j'envoyai Don Marcasse, qui voulut succéder au curé dans le rôle du pacificateur, tombé à la renverse au milieu des cendres. Je ne lui voulais aucun mal, mais j'avais les mouvements un peu brusques et le pauvre homme était si grêle qu'il ne pesait plus dans ma main qu'une belette n'eût fait dans la sienne. Patience était debout devant moi, les bras croisés dans une attitude de philosophe stoïcien, mais son regard sombre laissait jaillir la flamme de la haine. Il était évident que, retenu par ses principes d'hospitalité, il attendait pour m'écraser que je lui eusse porté le premier coup. Je ne l'eusse pas fait attendre si Edmé, méprisant le danger qu'il y avait à s'approcher d'un furieux, ne m'eût saisi le bras en me disant d'un ton absolu « Rasseyez-vous, tenez-vous tranquille, je vous l'ordonne. » Tant de hardiesse et de confiance me surprit et me plut en même temps. Les droits qu'elle s'arrogeait sur moi étaient comme une sanction de ceux que je prétendais avoir sur elle. « C'est juste, » lui répondis-je en m'asseyant, et j'ajoutai en regardant Patience, « Cela se retrouvera. »« Amen, » répondit-il en levant les épaules. Marcasse s'était relevé avec beaucoup de sang-froid, et secouant les cendres dont il était sali, au lieu de s'en prendre à moi, il essayait à sa manière de sermonner Patience. La chose n'était pas facile en elle-même, mais rien n'était moins irritant que cette censure monosyllabique jetant sa note au milieu des querelles comme un écho dans la tempête. « À votre âge, disait-il à son hôte, pas patient du tout. Tout le tort, oui, tout le tort, vous. Oh, que vous êtes méchant, me disait Edmé en laissant sa main sur mon épaule. Ne recommencez pas, hein, ou je vous abandonne. Je me laissai gronder par elle avec plaisir, et sans m'apercevoir que depuis un instant nous avions changé de rôle, c'était elle maintenant qui commandait et menaçait. Elle avait repris toute sa supériorité réelle sur moi en franchissant le seuil de la tour Gazeau, et ce lieu sauvage, ces témoins étrangers, cet hôte farouche représentait déjà la société où je venais de mettre le pied et dont j'allais bientôt subir les entraves. « Allons, dit-elle en se tournant vers Patience. Ne nous entendons pas ici. Et moi, je suis dévorée d'inquiétude pour mon pauvre père qui me cherche et qui se tord les bras à l'heure qu'il est. Oui, Patience, trouve-moi un moyen de le rejoindre avec ce malheureux enfant que je ne puis laisser à ta garde, puisque tu ne m'aimes pas assez pour être patient et miséricordieux avec lui. »« Qu'est-ce que vous dites ?» s'écria Patience en posant sa main sur son front comme au sortir d'un rêve. « Oui, vous avez raison, je suis un vieux brutal, un vieux fou. » Fille de Dieu, dit à ce garçon, à ce gentilhomme que je lui demande pardon du passé et que pour le présent, je mets ma pauvre cellule à ses ordres. Est-ce bien parlé ? Oui, Patience, dit le curé. D'ailleurs, tout peut s'arranger. Mon cheval est doux et solide. Mademoiselle de Mauprat va le monter. Vous et Marcasse le conduirez par la bride, et moi je resterai ici, près de notre blessé. Je réponds de le bien soigner et de ne l'irriter en aucune façon. N'est-ce pas, monsieur Bernard, vous n'avez rien contre moi. Vous êtes bien sûr que je ne suis pas votre ennemi ? Je n'en sais rien, répondis-je. C'est comme il vous plaira. Ayez soin de la cousine, conduisez-la. Moi, je n'ai besoin de rien et je ne me soucie de personne. Une botte de paille et un verre de vin, c'est tout ce que je voudrais si c'était possible. Vous aurez l'un et l'autre, dit Marcasse, en me présentant sa gourde, et voici d'abord de quoi vous réconforter. Je vais à l'écurie préparer le cheval. Non, non, j'y vais moi-même, dit Patience. Ayez soin de ce jeune homme. Et il passa dans une autre salle basse qui servait d'écurie au cheval du curé durant les visites que celui-ci rendait. On fit passer l'animal par la chambre où nous étions, et Patience, arrangeant le manteau du curé sur la scène,
y déposa Edmé avec un soin paternel. « Un instant, dit-elle avant de se laisser emmener. Monsieur le curé, vous me promettez sur le salut de votre âme de ne pas abandonner mon cousin avant que je sois revenue avec mon père pour le chercher ?»« Je le jure, répondit le curé. Et vous, Bernard, dit Edmé, vous jurez sur l'honneur que vous m'attendrez ici ? Je n'en sais rien du tout, répondis-je. Cela dépendra du temps et de ma patience. Mais vous savez bien, cousine, que nous nous reverrons, fût-ce au diable, et quant à moi, le plus tôt possible. À la clarté du tison que Patience agitait autour d'elle pour examiner le harnais du cheval, je vis son beau visage rougir et pâlir. Puis elle releva sa tête, penchée tristement, et me regarda fixement d'un air étrange. « Partons-nous » dit Marcasse en ouvrant la porte. « Marchons » dit Patience, en prenant la bride. « Ma fille Edmé, baissez-vous bien en passant sous la porte. »« Qu'est-ce qu'il y a, blaireau ?» dit Marcasse en s'arrêtant sur le seuil et en mettant en avant la pointe de son épée glorieusement rouillée dans le sang des animaux rongeurs. Blaireau resta immobile, et s'il n'eût été muet de naissance, comme disait son maître, il eût aboyé. Mais il avertit à sa manière, en faisant entendre une sorte de toux sèche, qui était son plus grand signe de colère et d'inquiétude. « Quelque chose là-dessous, » dit Marcasse. Et il avança fort courageusement dans les ténèbres, en faisant signe à l'Amazone de ne pas sortir. La détonation d'une arme à feu fit tous tressaillir. Edmé sauta légèrement à bas du cheval, et par un mouvement instinctif qui ne m'échappa point, vint se placer derrière ma chaise. Patience s'éleva hors de la tour, le curé courut au cheval épouvanté qui se cabrait et reculait sur nous. Blaireau réussit à aboyer. J'oubliai mon mal, et d'un saut je fus aux avant-postes. Un homme, criblé de blessures et répandant un ruisseau de sang, était couché en travers devant la porte. C'était mon oncle Laurent, mortellement blessé au siège de la Roche-Mauprat, qui venait expirer sous nos yeux. Avec lui était son frère Léonard, qui venait de tirer à tout hasard son dernier coup de pistolet et qui, heureusement, n'avait atteint personne. Le premier mouvement de Patience fut de se mettre en défense. Mais en reconnaissant Marcasse, les fugitifs, loin de se montrer hostiles, demandèrent asile et secours, et personne ne crut devoir leur refuser l'assistance que réclamait leur déplorable situation. La maréchaussée était à leur poursuite. La Roche-Mauprat était la proie des flammes. Louis et Pierre s'étaient fait tuer sur la brèche. Antoine, Jean et Gaucher étaient en fuite d'un autre côté. Peut-être étaient-ils déjà prisonniers. Rien ne saurait rendre l'horreur des derniers moments de Laurent. Son agonie fut rapide mais affreuse. Il blasphémait à faire pâlir le curé. À peine la porte fut-elle refermée et le moribond déposé à terre qu'un râle horrible s'empara de lui. Malgré nos représentations, Léonard, ne connaissant d'autre remède que l'eau-de-vie, arrachant de mes mains la gourde de Marcasse, desserra de force, avec la lame de son couteau de chasse, les dents contractées de son frère, et lui versa la moitié de la gourde. Le malheureux bondit, agita ses bras dans des convulsions désespérées, se releva de toute sa hauteur et retomba raide mort sur le carreau ensanglanté. Nous n'eûmes pas le loisir d'une oraison funèbre. La porte retentit sous les coups redoublés de nouveaux assaillants. « Ouvrez, de par le roi !» crièrent plusieurs voix. « Ouvrez, à la maréchaussée !»« À la défense !» s'écria Léonard en relevant son couteau et en s'élançant vers la porte. « Vilain, montrez-vous, gentilhomme ! Et toi, Bernard, répare ta faute, lave ta honte, ne souffre pas qu'un Mauprat tombe vivant dans les mains des gendarmes. » Commandé par l'instinct du courage et de la fierté, j'allais l'imiter, quand Patience, s'élançant sur lui et le terrassant avec une force herculéenne, lui mit le genou sur la poitrine en criant à Marcasse d'ouvrir la porte. Cela fut fait avant que j'eusse pu prendre parti pour mon oncle contre son hôte inexorable. 6 gendarmes s'élancèrent dans la tour et nous tinrent tous immobiles au bout de leurs fusils. « Oh là, messieurs, dit Patience, ne faites de mal à personne et prenez ce prisonnier. Si j'eusse été seul avec lui, je l'eusse défendu ou fait sauver. Mais il y a ici de braves gens qui ne doivent pas payer pour un coquin, et je ne me soucie pas de les exposer dans un engagement. Voilà le Mauprat. Songez que votre devoir est de le remettre sain et sauf dans les mains de la justice. Cet autre est mort. »
Monsieur, rendez-vous, dit le sous-officier de la maréchaussée en s'emparant de Léonard. Jamais un Mauprat ne traînera son nom sur les bancs d'un présidial, répondit Léonard d'un air sombre. Je me rends, mais vous n'aurez pas ma peau. Et il se laissa asseoir sur une chaise sans faire de résistance. Tandis qu'on se préparait à le lier, une dernière charité, mon père, dit-il au curé. Passez-moi le reste de la gourde. Je me meurs de soif et d'épuisement. Le bon curé lui passa la gourde qu'il avala d'un trait. Sa figure décomposée avait une sorte de calme effrayant. Il semblait absorbé, atterré, incapable de résistance. Mais au moment où on lui liait les pieds, il arracha un pistolet à la ceinture d'un des gendarmes et se fit sauter la cervelle. Je fus bouleversée de ce spectacle affreux. Plongée dans une morne stupeur, ne comprenant plus rien à ce qui m'entourait, je restai pétrifiée, ne m'apercevant pas que, depuis quelques instants, j'étais l'objet d'un débat sérieux entre la maréchaussée et mes hôtes. Un gendarme prétenda me reconnaître pour un Mauprat coupe-jarret. Patience niait que je fusse autre chose qu'un garde-chasse de M. Hubert de Mauprat escortant sa fille. Ennuyée de ce débat, j'allais me nommer lorsque je vis un spectre se lever à côté de moi. C'était Edmé, qui s'était collé entre la muraille et le pauvre cheval effrayé du curé, lequel, les jambes étendues et l'œil en feu, lui faisait comme un rempart de son corps. Elle était pâle comme la mort, et ses lèvres étaient tellement contractées d'horreur qu'elle fit d'abord des efforts inouïs pour parler, sans pouvoir s'exprimer autrement que par des signes. Le sous-officier, touché de sa jeunesse et de sa situation, attendit avec déférence qu'elle réussît à s'expliquer. Enfin, elle obtint qu'on ne me traitât pas en prisonnier et qu'on me conduisit avec elle au château de son père, où elle donnait sa parole d'honneur qu'on fournirait sur mon compte des explications et des garanties satisfaisantes. Le curé et les deux autres témoins, appuyant cette promesse, nous partîmes tous ensemble. Edmé sur le cheval du sous-officier, qui prit celui d'un de ses hommes, moi sur le cheval du curé. Patience et le curé à pied entre nous, la maréchaussée sur nos flancs, Marcasse en avant, toujours impassible au milieu de l'épouvante et de la consternation générale. 2 gendarmes restèrent à la tour pour garder les cadavres et constater les faits. On enchaîne tout de suite avec le chapitre 8. Nous avions fait 1 lieue environ dans les bois, nous arrêtant à chaque embranchement de route pour appeler. Car Edmé, convaincu que son père ne rentrerait pas chez lui sans l'avoir retrouvé, suppliait ses compagnons de voyage de l'aider et de le rejoindre. Ce à quoi les gendarmes répugnaient beaucoup, craignant d'être surpris et attaqués par quelques groupes des fuyards de la Roche-Mauprat. Chemin faisant, ils nous apprirent que le repère avait été conquis à la 3e attaque. Jusque-là, les assaillants avaient ménagé leurs forces. Le lieutenant de maréchaussée voulait qu'on s'emparât du donjon sans le détruire et surtout des assiégés sans les tuer. Mais cela fut impossible à cause de la résistance désespérée qu'ils firent. Les assiégeants furent tellement maltraités à leur seconde tentative qu'ils n'avaient plus d'autre parti à prendre que le parti extrême ou la retraite. Le feu fut mis au bâtiment d'enceinte et au 3e engagement. On ne ménagea plus rien. 2 Mauprats furent tués sur les débris de leur bastion. Les 5 autres disparurent. 6 hommes furent dépêchés à leur poursuite d'un côté, 6 de l'autre, car on avait trouvé sur le champ la trace des fugitifs. Et ceux qui nous transmettaient ces détails avaient suivi de si près Laurent et Léonard qu'ils avaient atteint de plusieurs balles le premier de ces infortunés, à peu de distance de la tour Gazeau. Ils l'avaient entendu crier qu'il était mort, et selon toute apparence, Léonard l'avait porté jusqu'à la demeure du sorcier. Ce Léonard était le seul qui méritât quelque pitié, car c'était le seul qui eût peut-être été susceptible d'embrasser une meilleure vie. Il était parfois chevaleresque dans son brigandage, et son cœur farouche était capable d'affection. J'étais donc très touchée de sa mort tragique, et je me laissais entraîner machinalement, plongée dans de sombres pensées, et résolue à finir mes jours de la même manière si l'on me condamnait aux affronts qu'il n'avait pas voulu subir. Tout à coup, le son des cors et des hurlements des chiens nous annoncèrent l'approche d'un groupe de chasseurs. Tandis qu'on leur répondait par des cris de notre côté, Patience courut à la découverte. Edmé,
Impatient de retrouver son père et surmontant toutes les erreurs de cette nuit sanglante, fouetta son cheval et atteignit les chasseurs la première. Lorsque nous les eûmes rejoints, je vis Edmé dans les bras d'un homme de grande taille et d'une figure vénérable. Il était vêtu avec luxe, sa veste de chasse, galonnée d'or sur toutes les coutures et le magnifique cheval normand qu'un piqueur tenait derrière lui, me frappèrent tellement que je me crus en présence d'un prince. Les témoignages de tendresse qu'il donnait à sa fille étaient si nouveaux pour moi que je faillis les trouver exagérés et indignes de la gravité d'un homme. En même temps, il m'inspirait une sorte de jalousie brutale, et il ne me venait pas à l'esprit qu'un homme si bien mis pût être mon oncle. Edmé lui parla bas et avec vivacité. Cette conférence dura quelques instants, au bout desquels le vieillard vint à moi et m'embrassa cordialement. Tout me paraissait si nouveau dans ses manières que je me tenais immobile et muet devant les protestations et les caresses dont j'étais l'objet. Un grand jeune homme, vêtu d'une belle figure et vêtu avec autant de recherche que M. Hubert, vint me serrer la main et m'adresser des remerciements auxquels je ne compris rien. Ensuite, il entra en pourparlers avec les gendarmes, et je compris qu'il était le lieutenant général de la province, et qu'il exigeait qu'on me laissât libre de suivre mon oncle, le chevalier, dans son château, où il répondait de moi sur son honneur. Les gendarmes prirent congé de nous, car le chevalier et le lieutenant général étaient assez bien escortés par leurs gens pour n'avoir à craindre aucune mauvaise rencontre. Un nouveau sujet de surprise pour moi fut de voir le chevalier donner de vives marques d'amitié à Patience et Marcasse. Quant au curé, il était avec ses deux seigneurs sur un pied d'égalité. Depuis quelques mois, il était aumônier du château de Sainte-Sévère, les tracasseries du clergé diocésain lui ayant fait abandonner sa cure. Toute cette tendresse dont Edmé était l'objet, ces affectations de famille dont je n'avais pas l'idée, ces cordiales et douces relations entre des plébéiens respectueux et des patriciens bienveillants, tout ce que je voyais et entendais ressemblait à un rêve. Je regardais et n'avais le sens d'aucune appréciation sur quoi que ce soit. Mon cerveau commença cependant à travailler lorsque, la caravane s'étant remise en route, je vis le lieutenant général pousser son cheval entre celui d'Edmé et le mien, et se placer droit à son côté. Je me souvins qu'elle m'avait dit à la Rochemaupradt qu'il était son fiancé. La haine et la colère s'emparèrent de moi, et je ne sais quelle absurdité j'eusse faite si Edmé, semblant deviner ce qui se passait dans mon âme farouche, ne lui dit qu'elle voulait me parler, et ne m'eût rendu ma place auprès d'elle. « Qu'avez-vous à me dire ?» lui demandai-je avec plus d'empressement que de politesse. « Rien, » me répondit-elle à demi-voix. « J'aurai beaucoup à vous dire plus tard. Jusque-là, ferez-vous toutes mes volontés ?»« Et pourquoi diable ferais-je toutes vos volontés, cousine ?» Elle hésita un peu à me répondre, et faisant un effort, elle dit « Bien parce que c'est ainsi qu'on prouve aux femmes qu'on les aime. Est-ce que vous croyez que je ne vous aime pas ?» repris-je brusquement. « Qu'en sais-je » dit-elle. Ce doute m'étonna beaucoup, et j'essayai de le combattre à ma manière. « N'êtes-vous pas belle ?» lui dis-je. « Je ne suis pas un jeune homme. Peut-être croyez-vous que je suis trop enfant pour m'apercevoir de la beauté d'une femme. Mais à présent que j'ai la tête calme et que je suis triste et bien sérieux, je puis vous dire que je suis encore plus amoureux de vous que je ne le pensais. Plus je vous regarde, plus je vous trouve belle. Je ne croyais pas qu'une femme pût me paraître aussi belle. Vrai, je ne dormirai pas tant que... Taisez-vous, dit-elle sèchement. Oh, vous craignez que ce monsieur ne m'entende, repris-je en lui désignant monsieur de la Marche. Soyez tranquille, je sais garder un serment, et j'espère qu'étant une fille bien née, vous saurez garder le vôtre. Elle se tut. Nous étions dans un chemin où l'on ne pouvait marcher que deux de front. L'obscurité était profonde, et quoique le chevalier et le lieutenant général fussent sur nos talons, j'allais m'enhardir à passer mon bras autour de sa taille, lorsqu'elle me dit d'une voix triste et affaiblie « Mon cousin, je vous demande pardon si je ne vous parle pas. Je ne comprends même pas bien ce que vous me dites. Je me sens exténuée de fatigue. Il me semble que je vais mourir. Heureusement, nous voici arrivés. Jurez-moi que vous aimerez mon père, que vous céderez à tous ses conseils, que vous ne prendrez parti sur quoi que ce soit sans me consulter. Jurez-le-moi si vous voulez que je croie à votre amitié. « Mon amitié n'y croyez pas, j'y consens, répondis-je.
mais croyez en mon amour. Je jure tout ce qu'il vous plaira. Mais vous, ne me promettez-vous rien là de bonne grâce ? Je ne puis vous promettre qu'il ne vous appartienne, dit-elle d'un ton sérieux. Vous m'avez sauvé l'honneur. Ma vie est à vous. Les premières lueurs du matin blanchissaient alors l'horizon. Nous arrivions au village de Sainte-Sévère et bientôt nous entrâmes dans la cour du château. En descendant de cheval, Edmée tomba dans les bras de son père. Elle était pâle comme la mort. Monsieur de la Marge fit un cri et aida à l'emporter. Elle était évanouie. Le curé se chargea de moi. J'étais fort inquiet sur mon sort. La méfiance naturelle aux brigands se réveilla dès que je cessai d'être sous la fascination de celle qui avait réussi à me tirer de mon antre. J'étais comme un loup blessé, et je jetai des regards sombres autour de moi, prêt à m'élancer sur le premier qui ferait un geste ou dirait un mot équivoque. On me conduisit à un appartement splendide, et une collation, préparée avec un luxe dont je n'avais pas idée, me fut servie immédiatement. Le curé me témoigna beaucoup d'intérêt, et ayant réussi à me rassurer un peu, il me quitta pour s'occuper de son amie Patience. Mon trouble et un reste d'inquiétude ne tinrent pas contre l'appétit généreux dont est douée la jeunesse. Sans les empressements et les aspects d'un valet beaucoup mieux que moi, qui se tenait derrière ma chaise, et auquel je ne pouvais m'empêcher de rendre ses politesses chaque fois qu'il s'est lancé au-devant de mes désirs, j'eusse fait un déjeuner effrayant. Mais son habit vert et ses culottes de soie me gênaient beaucoup. Ce fut bien pis lorsque, s'étant agenouillé, il se mit en devoir de me déchausser pour me mettre au lit. Alors pour le coup, j'ai cru qu'il se moquait de moi, et je faillis lui asséner un grand coup de poing sur la tête, mais il avait l'air si grave en s'acquittant de cette besogne que je restai stupéfait à le regarder. Dans les premiers moments, me trouvant au lit, sans armes, et avec des gens qui allaient et venaient autour de moi, en marchant sur la pointe du pied, il me vint encore des mouvements de méfiance. Je profitai d'un instant où j'étais seule pour me relever, et prenant sur la table, à demi desservi, le plus long couteau que je pus choisir, je me couchai plus tranquille et m'endormis profondément en le tenant bien serré dans ma main. Quand je m'éveillai, le soleil couchant jetait sur mes draps d'une finesse extrême, le reflet adouci de mes rideaux de damas rouge, et faisait étinceler les grenades dorées qui ornaient les coins du dossier. Ce lit était si beau et si moelleux que je faillis lui faire des excuses de m'être couché dedans. En me soulevant, je vis une figure douce et vénérable qui entr'ouvrait ma courtine et qui me souriait. C'était le chevalier Hubert de Mauprat, qui m'interrogeait avec intérêt sur l'état de ma santé. J'essayai d'être poli et reconnaissant, mais les expressions dont je me servais ressemblaient si peu aux siennes que je me troublai et souffris de ma grossièreté, sans pouvoir m'en rendre compte, oui. Pour comble de malheur, à un mouvement que je fis, le couteau que j'avais pris pour camarade de lit tomba aux pieds de monsieur de Mauprat, qui le ramassa, le regarda et me regarda ensuite avec une extrême surprise. Je devins rouge comme le feu et balbutiai je ne sais quoi. Je m'attendais à des reproches pour cette insulte faite à son hospitalité, mais il était trop poli pour pousser plus loin l'explication. Il posa tranquillement le couteau sur la cheminée et, revenant à moi, il me parla ainsi. « Bernard, je sais maintenant que je vous dois la vie, de ce que j'ai de plus cher au monde. Toute la mienne sera consacrée à vous prouver ma reconnaissance et mon estime. Ma fille aussi a contracté envers vous une dette sacrée. N'ayez donc aucune inquiétude pour votre avenir. Je sais à quelle persécution et à quelle vengeance vous vous êtes exposé pour venir à nous. Mais je sais aussi à quelle affreuse existence mon amitié et mon dévouement sauront vous soustraire. Vous êtes orphelin et je n'ai pas de fils. Voulez-vous m'accepter pour votre père ? » Et on va s'arrêter là pour cette lecture. On aura la réponse lors d'une prochaine émission. Merci d'avoir été fidèles et de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour la suite de Mauprat, un roman de George Sand. C'était un plaisir d'être avec vous cette nuit encore. À très bientôt sur D8. Prenez soin de vous. Ciao.